Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Nicole Boudreau et c'est à moi qu'échoit le très grand honneur ce soir d'animer le gala du centenaire de l'Action nationale. Alors, écoutez, au nom du président et des membres du conseil d'administration de la Ligue d'Action nationale, il me fait donc plaisir de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à cette soirée. Alors, avant de vous faire part du déroulement de la soirée et de vous présenter les personnes qui se retrouvent assises à la table d'honneur, je me permettrai, si vous le permettez, de dire que sur la longévité de la revue L'Action nationale, cette revue absolument unique en Amérique, je partage entièrement l'opinion de Lucia Ferretti, membre du comité de rédaction, et voici ce que Lucia Ferretti écrit. Une revue d'idées centenaire, c'est un exploit, non seulement à l'échelle du Québec, mais à l'échelle de l'Occident tout entier. Il y a 3 sortes de revues d'idées, poursuit-elle. Celles qui ne survivent pas à la dissolution du comité de rédaction qui les a fondées, exemple, la revue Parti pris. Celles qui restent fixées dans un certain discours que l'évolution de la société rend périmé, exemple, Cité libre. Et enfin, ça c'est Dixit, Madame Ferretti. Et enfin, il y a celles qui durent. Celles-là ont une personnalité bien affirmée, mais elles savent aussi se renouveler à chaque époque, éclairer les enjeux du présent, trouver des solutions, mobiliser les énergies. L'Action nationale est de cette trempe depuis 100 ans. Et je suis absolument assurée ce soir que ces propos rejoignent chacune des personnes qui est assise ici dans cette salle pour célébrer un exploit rare dans le domaine des revues tout court et qui plus est dans le domaine des revues d'idées, celui d'avoir duré. Alors, sans plus tarder, il me fait plaisir de vous présenter les personnes qui prennent place à la table d'honneur. Il y a des personnes qui ne sont pas encore là, mais qui ont annoncé leur arrivée pour très bientôt. Il y a bien sûr Bernard Landry, 28e premier ministre du Québec. Il y a Martine Ouellette aussi, Martine qui était là. Et vous savez qu'on célèbre aussi ce soir un anniversaire très important, l'anniversaire de la coalition Au Secours, dont Martine Ouellette était membre fondatrice. Alors, elle est partie là-bas et elle revient ici dans quelques minutes. Il y a votre hôte aussi. Votre hôte ce soir, qui est le président de la Ligue d'Action nationale, Denis Monnière. Et évidemment, celui qui ce soir sera notre conférencier, cheville ouvrière numéro 1 de la revue L'Action nationale, Robert Laplante. Pierre-Carl Péladeau a annoncé sa venue. Il devrait être là dans quelques minutes. À la table d'honneur également, il y a Guy Rousseau, qui est le président par intérim du Mouvement national des Québécoises et des Québécois.
Maxime Laporte, qui est le jeune président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Ayant été la première et seule femme présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, vous me permettrez d'être un peu chauvine en saluant Maxime. Et puis, il y a aussi, à cette table d'honneur, il y a aussi Jocelyn Gagné, qui est le président de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec. Alors, mesdames et messieurs, voici votre table d'honneur. Il y a aussi, bien sûr, plusieurs personnes dans la salle qu'on me demande de saluer. Je vais le faire avec plaisir. Je vais leur demander s'ils sont déjà avec nous de bien vouloir se lever et je vais vous demander à vous de bien vouloir réserver vos applaudissements pour la fin. Alors, il y a un artiste qui est avec nous ce soir et qui a une part très importante du 100e anniversaire de l'Action nationale et j'ai nommé Armand Vaillancourt. Et je vous autorise à applaudir très particulièrement M. Vaillancourt parce que ce soir, on va vous remettre, il y a des gens qui l'ont déjà en leur possession, mais on va vous remettre à la fin de cette soirée ce magnifique ouvrage qui a été édité pour le centenaire. Et voici l'œuvre d'Armand Vaillancourt pour le 100e anniversaire de l'Action nationale. Merci beaucoup, M. Vaillancourt. Alors, les autres personnes qui sont ici ce soir et qu'il me fait plaisir de saluer au nom du président de la Ligue d'Action nationale, il y a M. Xavier Barsalou Duval, qui est le député de Pierre Boucher, les Patriotes. Il sera un petit peu en retard. Michel Boudrias, qui est le député de Terrebonne. Évidemment, ce sont des députés du Bloc québécois. Réal Fortin, député de Rivière-du-Nord. Monique Posé, voilà, Madame Posé, députée de Repentigny. Gabriel Sainte-Marie, qui est le député de Joliette. Mario Beaulieu, qui sera avec nous un petit peu plus tard en soirée. Il y a également avec nous Gilbert Paquette, qui est un ancien ministre du Parti québécois. Il y a André Ferretti et fille. Alors, André et Lucia. Écrivaine et militante que j'admire tout particulièrement. Il y a également Mathieu Bock-Côté, essayiste et chroniqueur au Journal de Montréal et au Figaro. Guillaume Rousseau, qui est le récipiendaire du prix Arès 2016. Pierre Graveline, qui est le directeur général de la Fondation Lionel Groulx. Ah oui, honnêtement, là, chacun mérite bien des applaudissements. Vous avez bien raison d'être délinquant. Je vous en veux pas du tout. Il y a Charles Désiel, je ne l'ai pas vu encore. Est-ce qu'il est ici, Monsieur Désiel? Monsieur Désiel, qui est le président de la Société d'histoire de Montréal. Et finalement, il y a Simon-Pierre Savard-Tremblay, essayiste et chroniqueur. Et je vois bien d'autres personnes dans cette salle qui mériteraient, dont on mériterait de souligner la présence, en fait, tous autant que vous êtes. Alors, en votre nom maintenant, je souhaite remercier 4 généreux partenaires. Le vignoble Rivière-du-Chêne de Saint-Eustache qui nous offre les vins rouges et blancs. Le domaine La France de Saint-Joseph-du-Lac qui nous offre le cidre mousseux que vous allez goûter dans quelques instants. Et ne le buvez pas complètement parce que M. Monnière se propose que l'on fasse une santé à la santé de l'Action nationale. Et puis, il y a Gestion François Baudouin
et location d'outils simplex, deux de nos généreux contributeurs. Alors, je vous demande de les applaudir très chaleureusement. Alors, moi, je termine en vous disant quelques mots sur le déroulement de cette soirée-là. Comment ça va se passer, en fait? D'abord, on va accueillir Denis Monnière, le président de la Ligue d'Action nationale, qui va s'adresser à vous, suite à quoi vous serez invités à savourer le délicieux repas qu'on a préparé pour vous. Tout de suite après le repas, là, c'est vraiment l'un des clous de la soirée et je peux vous le dire parce que j'ai entendu la répétition. Alors, c'est un véritable cadeau. Ce sera une occasion de redécouvrir le répertoire de ce géant de la chanson québécoise qui est Félix Leclerc. Et c'est notre humoriste, imitateur, chroniqueur François Parenteau et l'interprète musicien Sylvain Poirier qui vont nous offrir ce merveilleux spectacle. Alors après ce qui promet d'être un moment rempli d'émotions, le président de la Ligue, Denis Monnière, reviendra vous dire tout le bien qu'il pense du directeur de la revue, Robert Laplante, notre conférencier de la soirée. Et puis, après que M. Laplante aura fait cette conférence, il y aura une petite période de questions. Alors, ne vous gênez pas. Si vous avez des questions à adresser à M. Laplante, ça lui fera plaisir de vous répondre. Et puis, après coup, il va être temps de se quitter pour peut-être se donner rendez-vous pour le 101e anniversaire de l'Action nationale. Vous savez, 101 au Québec, c'est un chiffre important. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à votre hôte, le président de la Ligue d'Action nationale, Denis Monnière. Chers amis de l'Action nationale, c'est toujours un immense plaisir et ce soir, une émotion particulière de vous retrouver si nombreux pour ce 100e anniversaire de la revue de l'Action nationale. Les hasards parfois faisant bien les choses, nous allons aussi célébrer ce soir le jour 1 de l'indépendance de la Catalogne. Nous avons voulu organiser ce gala pour rendre hommage à tous ceux qui, pendant un siècle, ont tenu à bout de bras une revue d'idées engagée dans la défense de la nation québécoise. Cette revue, elle est produite chaque mois par des bénévoles. Cette revue est publiée sans subvention publique. Et cette revue est à la pointe des grandes causes que le Québec a vécues depuis un siècle. La revue L'Action nationale a été fondée en janvier 1917 par Lionel Groulx. Lionel Groulx, à cette époque, ne revenait pas du fait que cette revue avait franchi le cap de la première année. Il s'étonnait. Alors, je le cite, « Dans notre vie canadienne, écrivait-il, il n'y a qu'un seul événement qui soit plus banal que la naissance d'une revue, et c'est la mort d'une revue. » Ce ne fut pas le cas de l'Action française et nationale, puisque nous avons franchi ce siècle. Et c'est un exploit, a dit Lucia Ferretti, et je dirais que c'est une exception dans l'histoire des revues d'idées en Amérique du Nord et en Europe. Alors, il n'y a que 2 revues en langue française qui ont supplanté notre longévité.
c'est la revue Études financée par les Jésuites et la revue des Deux Mondes, qui est aussi une revue intellectuelle française qui a, elle aussi, franchi le cap du 150e anniversaire. À travers le siècle écoulé, à travers les conjonctures qui changent, la revue a su s'adapter, a su identifier les problèmes de la nation et a su proposer des orientations, comme le disait le chanoine Groulx, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des stratégies. Maintenir le catholicisme et la civilisation française en Amérique, reconquérir l'économie par l'éducation et la coopération, lutter contre la centralisation et défendre l'autonomie provinciale, nationaliser les ressources naturelles et, finalement, aboutir à un projet global d'indépendance qui synthétise toutes les aspirations d'une nation moderne. Vous le savez comme moi, cette lutte n'est pas achevée et l'action nationale demeure indispensable tant que l'indépendance ne sera pas faite. Vive l'action nationale et vive l'avenir de notre nation. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent repas. Alors écoutez, là je vous ai parlé d'un clou de la soirée. Alors vous allez maintenant assister à l'un des clous de la soirée. Convenez avec moi que c'était quand même une idée formidable que François Parenteau et Sylvain Poirier ont eue de combiner leurs talents et de nous donner ce soir l'occasion de redécouvrir le répertoire de ce géant de la chanson québécoise qu'a été Félix Leclerc. À leur manière, à leur façon, avec une grande sensibilité, ils vous feront partager l'affection qu'ils éprouvent manifestement pour cet homme orchestre qu'a été Félix Leclerc, tout à la fois auteur, compositeur, interprète, poète, acteur et profondément engagé pour la cause du Québec. Mesdames et messieurs, je vous invite à accueillir François Parenteau et Sylvain Poirier. Ce qu'on vous présente, Sylvain et moi, aujourd'hui, c'est un petit condensé d'un spectacle qu'on fait qui s'appelle Félix et compagnie. Et c'est un peu une occasion de repasser à travers toute l'œuvre de Félix et avec ça, bien sûr, un peu tout un pan de l'histoire du Québec. Et il faut se replacer dans le contexte où, quand nous est arrivé Félix dans le portrait culturel au Québec, ça a été le vrai fondateur de la chanson québécoise. Parce que, bien sûr, avant, il y avait eu de la musique traditionnelle, il y avait le phénomène de la bolduc, il y a eu du country aussi de tout temps. Et les cabarets, Alice Robbie, Jacques Normand et compagnie, mais on faisait pas encore tout à fait de la chanson québécoise, on faisait plutôt de la chanson française au Québec.
et presque toujours au piano, si vous avez remarqué. Alors, il faut se remettre dans ce contexte-là. Quand Félix s'est mis debout dans ses bottes à boîte, à chanter notre réalité avec nos mots en s'accompagnant à la guitare et en s'inspirant de la musique des Noirs américains comme le jazz et le blues, c'était révolutionnaire. Absolument. Et bien sûr que ça a été un précurseur pour tous les Charlebois et les colocs qui ont suivi, mais j'ai bien fait mes recherches et à l'époque, il était même en avance sur Elvis Presley. Et ce n'est pas des jokes, nous allons vous le démontrer, une chanson de Félix qui se prête tout à fait à être Elvisisée. Jugez-en par vous-même. Le Train du Nord. On va se mettre dedans un peu. Yeah. La patte. OK, yeah. Yeah. Dans le train pour Saint-Adèle, il y avait un homme qui voulait débarquer. Mais ça le temps débarqué. Quand le train fait 50 000 à l'heure et qu'en plus vous êtes conducteur. Oh, 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 oh. Un train pour Saint-Adèle. Il n'y avait rien qu'un passager. C'était encore le conducteur. Imaginez pour voyager, si c'est pas la vraie petite douleur. Oh, le train du Nord. Tchou-tchou, tchou-tchou. Le train du Nord. Au bord d'un lac, les petites maisons. Ça tourne en rond, ça tourne en rond. Le train du Nord, c'est comme la mort quand il y a personne à bord. Oh, le train pour Saint-Adèle. Tchou-tchou, tchou-tchou. En marche cap. Vous viendrez pas me dire que ça faisait pas une belle toune d'Elvis. Mais dans les premières chansons de Félix, il y a aussi celle dont Félix disait que ça avait été sa toute première composition. C'est aussi une de ses plus belles, et comme c'est la préférée de mon collègue Sylvain, s'il est accordé. Oui. Oui, OK, bon. Je vous laisse assabler le voix avec Notre Sentier. Notre sentier près du ruisseau est déchiré par les labours. Si tu venais, dis-moi le jour, je t'attendrai sous le bouleau. Les nids sont vides et décousus, le vent du nord chasse les feuilles. Les alouettes ne volent plus, ne dansent plus, les écureuils, même les pas de tes sabots sont agrandis en flaques d'eau. Notre sentier près du ruisseau est déchiré par les labours. Si tu venais, fixe le jour, je guetterai sous le bouleau. J'ai réparé un nid d'oiseau, je l'ai cousu de feuilles mortes. Mais si tu vois sur tous les clos les rendez-vous de noirs corbeaux, vas-tu jeter en flaques d'eau tes souvenirs et tes sabots? Tu peux pleurer sous le boulot, tu peux briser tout mon amour. Oublie l'été, oublie le jour, oublie mon nom et le goulot. Ça, c'était un peu des chansons de ses débuts, mais on va faire un petit fast-forward et on se retrouve en 1970, qui a été une année charnière pour Félix Leclerc.
D'abord, c'est cette année-là qu'il s'installe définitivement à l'île d'Orléans. Mais il s'est aussi passé quelque chose d'assez grave en 1970. Je pense que vous n'êtes pas le genre de public auquel j'aurais besoin de le rappeler très, très... Hein? La crise d'octobre, ça vous dit quelque chose, ça? Félix Leclerc avait toujours été un gars politisé, mais quand Pierre-Éliott Trudeau a fait déclarer la loi des mesures en guerre pour intimider tous les Québécois pour les excès de quelques-uns, clairement, ça a inspiré Félix Leclerc et ça a donné l'Alouette en colère. J'ai un fils enragé qui ne croit ni à Dieu, ni à diable, ni à moi. J'ai un fils écrasé par les temples de la finance où il ne peut entrer et par ceux des paroles d'où il ne peut sortir. J'ai un fils dépouillé comme le fut son père, porteur d'eau sur le bois, locataire et chômeur dans son propre pays. Il ne lui reste plus que la belle vue sur le fleuve et sa langue maternelle qu'on ne reconnaît pas. J'ai un fils révolté, un fils humilié, un fils qui demain sera un assassin. Alors, moi j'ai eu peur et j'ai crié à l'aide, au secours quelqu'un. Le gros voisin d'en face est accouru armé, grossier, étranger, pour abattre mon fils une bonne fois pour toutes et lui casser les reins et le dos et la tête et le bec et les ailes. Alouette! Et là, on s'est dit que tant qu'à avoir la plus grosse chanson de colère de Félix Leclerc, ça serait le fun de la matcher avec la plus belle voix de colère qu'on a eue au Québec. Que ça serait un bon match. Je pense qu'on a trouvé Jerry! Mon fils est en prison. Et moi, je sens en moi, dans le tréfonds de moi, pour la première fois, malgré moi, entre la chair et l'os, s'installer la colère. Merci. Ceci est un costume de personnage. Alors, bonsoir, je me présente Serge Choignard, fonctionnaire représentant du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion du Québec. C'est ça, désolé, c'est un peu compliqué, ça change à tous les 4 ans. En matière d'intégration des immigrants, rappelons d'abord que le gouvernement du Québec opère un savant équilibre entre le multiculturalisme canadien, l'interculturalisme québécois, le pluriclientélisme du Parti libéral et l'anticulturalisme du Journal de Montréal. C'est cette approche qui m'amène ici ce soir, ainsi que les coupures dans les différents ministères qui nous ont forcés à fusionner certains programmes. Par exemple, le ministère de la Culture et du Patrimoine avait un programme pour la revalorisation de la chanson francophone qui a été coupé de moitié. Et le ministère de l'Immigration avait un programme d'aide à l'intégration des immigrants qui a aussi été coupé de moitié. Alors, nous avons rafistolé quelques fonds de tiroir pour créer un programme d'initiation à la chanson québécoise pour les immigrants, ce qui les aiderait à leur intégration en permettant aussi d'éviter les malentendus culturels que certaines œuvres pourraient provoquer à l'heure de la rectitude politique 2.0. Alors, ce soir, au moment daté de venir vous présenter en projet pilote l'atelier Chanson québécoise de 101, portant justement sur l'œuvre magistrale de Félix Leclerc, l'immortelle chanson Le Tour de l'île, écrite en 1975. Je serai donc accompagné de mon musicien et j'apporterai les commentaires précisants à chaque occasion. Pour supporter le difficile et l'inutile, il y a le tour de l'île, 42 000 choses tranquilles. Pour oublier grande blessure sous l'armure, été, hiver, le tour de l'île d'Orléans. Alors, jusqu'ici, tout va bien, la musique est belle, il n'y a pas de controverse, on apprécie la poésie et on enchaîne. L'île, c'est comme Chartres. C'est haut et propre, avec des nefs
Bon, alors ici, la référence aux nefs de l'Église catholique ne devrait pas être comprise comme exclusive, mais bien comme un exemple de l'émerveillement qu'inspire l'architecture des temples dans la plupart des religions. C'est donc plus architectural que religieux comme référence, comme la suite le prouvera. Avec des arcs, des corridors et des falaises. En février, la neige est rose comme chair de femme. Bon, ici, il ne faut voir aucune connotation raciale. Il faut tout de même préciser qu'à l'époque, le Québec était composé d'une population à 85% caucasienne, simple question d'échantillon. De plus, l'expression « rose comme chair de femme » peut ici faire référence à toute une palette de nuances différentes, dont toujours un peu de rose quelque part, finalement. L'expression est donc tout à fait inclusive, bien que genrée, une figure de style acceptée pour les chansons d'amour. Et en juillet, le fleuve est tiède sur les battures. Au mois de mai, à marée basse, voilà les oies. Depuis des siècles, au mois de juin, partis les oies. Parti les doigts. Mais nous les gens, les descendants de La Rochelle, présents tout le temps, surtout l'hiver, comme les arbres. Alors là, bien sûr que les descendants de La Rochelle, ça fait référence à l'héritage français de la majorité de la population du Québec. Mais c'est quand même inclusif quelque part comme formulation, parce que tout de suite après, il dit présent tout le temps, surtout l'hiver, ce qui revient à dire que les immigrants qui viendraient d'ailleurs que de La Rochelle, après avoir toffé une coupe d'hiver ici, peuvent eux aussi se considérer comme étant des habitants. À l'époque, rappelons que habitants, ça voulait dire ceux qui restent ici par opposition à ceux qui repartent à Paris pour l'hiver et qui donc restaient des Français au lieu de devenir des Canadiens, qui sont devenus des Québécois, mais c'est une longue histoire compliquée. Sachez seulement que quand on crie « Go, Habs, go » au match du Canadien, c'est de ces habitants-là qu'on parle. Ce qui est logique, puisque les joueurs de hockey, d'où qu'ils viennent, passent eux aussi l'hiver ici, même s'il y en a de moins en moins qui passent l'été, mais c'est une autre question. Et poursuivons. Mais c'est pas vrai. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai. Écoute encore. Maison de bois, maison de pierre, clocher pointu. Et dans les fonds des pâturages de silence, des enfants blonds nourris d'azur, comme les anges. Là, des enfants blonds nourris d'azur comme des anges, on sait que ça va faire un peu borderline la meute, là. Mais il faudrait pas capoter avec ça. C'est plus ici une image poétique pour dire que les enfants étaient mignons comme les petits anges de l'imagerie catholique qui étaient généralement plutôt blondinets. Il avait bien sûr aussi des petits bruns à l'île d'Orléans et ils ont toujours eu droit à la même portion d'azur que tous les autres. Joue à la guerre, imaginaire. Imaginons l'île d'Orléans, un dépotoir, un cimetière. Parc à vidange, boîte à déchets, US parking. On veut la mettre en mini-jupe and speak English. Faire ça à elle. L'île d'Orléans, notre fleur de lys. OK. Alors, c'est le bout le plus controversé. Ici, on peut voir une certaine trace d'anglophobie, de l'anti-américanisme et une fixation contre les mini-jupes. Mais n'allez pas croire que Félix Leclerc était sur le bord de faire l'apologie du burkini. Il s'agit plutôt d'un réquisitoire contre l'hypercapitalisme anglo-américain qui transforme tout ce qu'il touche en marchandises touristiques. Mais c'est pas vrai. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai. Écoutons encore. Sous un nuage, près d'un cours d'eau, c'est un berceau. Et un grand-père au regard bleu qui monte la garde. OK. Encore une fois, le regard bleu est ici une allégorie poétique et ne doit pas être considéré comme une condition raciale. C'est juste que le regard noir, c'est plate, mais ça donne l'impression que le grand-père en question était fâché. Le regard vert, ça porte à confusion. On se demande vers quoi. Le regard brun, c'est plate, c'est une belle couleur, mais c'est pas un beau mot. Puis le regard noisette, ça présente d'autres syllabes. Et c'est pas trop ce qu'on dit dans les capitales.
l'œil vers le golfe, où Montréal guette le sillage pour célébrer l'indépendance. Quand on y pense, sais-tu en France, c'est comme en France le tour de l'île, 42 000 comme les vagues des montagnes. Bon, là, il faut pardonner une petite erreur d'évaluation à M. Leclerc. C'est pas tout à fait comme en France, puisque tout de suite après, il parle de 42 000, une mesure anglaise, alors que les Français mesurent en mètres. On peut donc en déduire que l'île d'Orléans est un mélange de France et de mesures anglaises et qu'elle est donc une métaphore parfaite du Québec dans son ensemble qui résiste encore et toujours au maître. Les fruits sont mûrs dans les vergers de mon pays. Il faut encore excuser une petite erreur d'évaluation de l'artiste. Rappelons que nous sommes à l'époque en 1975, juste un an avant la prise du pouvoir par le Parti québécois en 1976. Il y avait donc à l'époque un certain espoir souverainiste, mais on a bien compris depuis que les fruits n'étaient pas mûrs. C'est d'ailleurs désormais l'expression consacrée au Canada pour refuser de réouvrir le débat constitutionnel, et c'est à se demander finalement si c'est le genre de fruits qui mûrissent jamais, puis que c'était juste un pommier décoratif qu'on avait finalement. Ça signifie l'heure est venue, si t'as compris. Et nous n'avons pas compris et l'heure n'est pas venue. Mais le Tour de l'île demeure une grande œuvre québécoise tout en ayant connu un revirement dans sa perception publique. Elle a d'abord été un chant d'espoir indépendantiste dans les années 70. C'est maintenant rendu une chanson nostalgique des années 2000 quelques. Et si, en tant qu'immigrant au Québec, vous arrivez à comprendre ce que ça peut faire à un peuple de passer sans cesse de l'espoir à la nostalgie sans jamais arriver nulle part, vous aurez tout compris du Québec. Merci. Et maintenant, un autre invité de marque, un autre grand de la chanson, un ami de Félix, qui a partagé des scènes lors de grands spectacles historiques. Mesdames, Messieurs, Monsieur Gilles Vigneault aura le dernier mot. Oh, moi aussi, c'est un plaisir d'être ici ce soir. Vous parlez de Félix Leclerc. Je vous dirais pas comment c'est lui qui a tout défriché le premier puis qu'on a tous suivi dans ses pas. Ce serait sans doute faire dans la redondance. Moi, j'ai envie de vous parler de lui pour un souvenir que j'en ai d'un moment très précis, d'une soirée magique que le Québec en entier et même le monde ne sont pas prêts d'oublier. Je vous parle bien sûr de cette super franco-fête, le spectacle sur les plaines d'Abraham dont on a tiré l'album « J'ai vu le loup, le renard, le lion ». Bon, moi, évidemment, j'étais le loup pour le côté hurle à la lune. Robert, avec la grinière puis les rugissements de la guitare électrique, c'était le lion. Et donc Félix, c'était le renard. Mais, au début de l'aventure, le renard n'avait pas son flair habituel. Il n'était pas sûr de vouloir embarquer là-dedans les Charlebois, le jeune rocker qui sac puis qui fait peur à son public en pitchant sa batterie en France dans le public. Il ne savait pas trop quoi penser de tout ça. Il n'osait pas le dire, mais il avait peur de détonner puis de ne pas être à sa place devant une foule de jeunes hippies, là. Il avait peur d'être le ringard de la soirée. Mais on s'est rencontrés et ça a cliqué. Il y a eu cette rencontre merveilleuse entre trois artistes de trois générations. Robert, 30 ans, moi 45, Félix, 60. Puis un public amoureux des artistes, les trois, il n'y a pas d'autre mot. Le jour du spectacle, Félix voyait la foule arriver en masse, remplir les plaines d'Abraham, joyeux. Comme s'il y avait un peu une sorte de vengeance historique là-dedans. Mais il a senti qu'il se sentait quelque chose, qu'il se passait quelque chose de spécial. Ça a été le Woodstock du Québec, ça. Puis même en mieux, parce qu'il y a eu moins d'overdose. Et artistiquement, ça a été l'harmonie parfaite. Le patriarche a chanté avec le jeune rebelle, puis moi aussi, puis avec le lion, puis le loup, puis le renard, puis les trois ensemble, puis je dirais que ça a été le trip à trois du siècle. Mais, qui a beaucoup touché Félix,
c'est de voir que dans le public de Robert, puis le mien aussi, que tout le monde connaissait les paroles de ses chansons, à lui. Et les chantait avec lui. D'ailleurs, les 3 générations connaissaient les paroles de tout le monde, les micros auraient pu nous lâcher, le public aurait continué de faire le spectacle en chantant tout seul. À la fin, il nous demandait des rappels, on n'avait plus de chansons à chanter, on revenait, on saluait, on savait pas, on savait plus comment finir, c'est. Des mémoires. Moi, ce que ça me laisse en mémoire, en tout cas, c'est que quand 3 générations de Québécois se donnent la main, on est capable de se donner plus que des beaux moments, des moments fondateurs. Et celui qui était parti du plus loin pour arriver à ce moment-là, celui dont le soulier avait le plus voyagé sur le chemin, en commençant par marcher dans la boîte des sous-bois puis la sûre des bûcherons, c'était Félix. Cet homme qui, dans son automne, ce soir-là, avait fait chanter à tout un peuple son printemps. Les blés sont mûrs et la terre est mouillée. Les grands labours dorment sous la gelée. L'oiseau si beau hier s'est envolé. La porte éclose sur le jardin fané. Comme un vieux râteau oublié, sous la neige je vais hiverner. Photos d'enfants qui couraient dans les champs seront mes seules joies pour passer le temps. Les cabanes d'oiseaux sont vidées, le vent pleure dans la cheminée. Mais dans mon cœur je m'en vais composer l'hymne au printemps. Oh, ben ça nous fait voyager dans le temps, ça. Quand mon ami viendra par la rivière, au mois de mai, après le du rivet, je sortirai bras nus dans la lumière et lui dirai le salut de la terre. Vois, les fleurs ont recommencé. Dans les tables crient les nouveaux-nés. Viens voir la vieille barrière rouillée, endimanchée de toiles d'araignée. Les bourgeons sortent de la mort, papillons ont des manteaux d'or. Près des ruisseaux sont alignés les fées, et les crapauds chantent la liberté. Et les crapauds chantent la liberté. Merci. Donc, ce que vous venez de voir, c'est quelques extraits choisis de notre spectacle Félix et compagnie. Moment de la plug. Pour ceux qui seraient curieux de voir l'intégrale, il reste 2 dates ce dimanche, 29 octobre à 16h, mardi 14 novembre à 20h. C'est à la Comédie de Montréal. Les détails sont sur leur site. Puis on vous en a gardé une petite dernière, qui est une de ces petites premières, en fait. Moi, je suis un peu plus spécialisé dans les imitations de politiciens, d'habitude, tu sais. Alors, ça me tentait d'en faire. Rassurez-vous, oui, ouais, enfin, oui, il est trop plate. Je me spécialise dans les vintage. Donc, c'est aussi pour dépolitiser. L'œuvre de Félix Leclerc, c'est à tout le monde, toute tendance politique confondue. Donc, on fait une petite version adaptée à certaines voix de politiciens. Moi, mes souliers. Et le premier qui interprétera le premier couplet, c'est le Jean Chrétien. C'est celui dont je m'ennuie le plus. C'était comme imiter quelqu'un qui fait la lutte WWF. C'était au centre Paul Sauvé. Regarde. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Ils m'ont porté de l'école à la guerre, mais pas celle en Irak. J'ai traversé sur mes souliers ferrés le monde et sa misère. Que voulez-vous? Il y en a encore. Bernard Landry.
souliers ont passé dans les prés. Moi, mes souliers ont souvent piétiné la une. Puis mes souliers ont couché chez les fées et fait danser plus d'une, mais au moins à la fin, Chantal. Stephen Harper. Sur ma soulier, il y a de l'eau des rochers, la boue des champs bitumineux et des pleurs de femmes du NPD. Je peux dire qu'elles ont respecté le curé, le pays, le bon Dieu et le Tim Hortons. Gilles Duceppe. S'ils ont marché beaucoup pour trouver le débouché au PQ, au Bloc, s'ils ont traîné de village en village, je suis pas rendu plus loin qu'à mon lever, au fond, mais devenu plus sage et j'ai pris ma retraite. Mon collègue aussi, il y a quelques voix, mais c'est pas un politicien, mais c'est quelqu'un qu'on n'irait pas ça le voir le devenir, je pense. Hein? Il me semble qu'on voterait instantanément Ouais, pour ouais. ce type-là. Comme disait mon grand-père, tous les souliers qui bougent dans les cités, souliers de gueux, souliers de reine, un jour cesseront d'user les planchers. Peut-être cette semaine, comme disait mon grand-père. Jean Charest. Moi, mes souliers n'ont pas foulé Athènes. Moi, mes souliers ont préféré les plaines, les valises pleines surtout. Quand mes souliers iront dans les musées, ce sera pour s'y accrocher si les enquêtes les ont pas saisis avant. Au paradis, paraît-il, mes amis, c'est pas la place pour les souliers vernis. Dépêchez-vous de salir vos souliers si vous voulez être pardonné. Si vous voulez être pardonné. Bonne fin de soirée à vous. François Parenteau. Et Sylvain Poirier! Merci. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il existe des moments magiques et qu'on vient d'en vivre un? Hein? Alors, François Parenteau et Sylvain Poirier. Alors, parmi les artisans de cette soirée, il y a des gens qui font beaucoup de choses et qu'on ne voit pas à toute fin pratique. Je veux vous nommer une de ces personnes-là. C'était le réalisateur du diaporama que l'on a vu un peu plus tôt. Et c'est quelqu'un qui est très important à l'Action nationale. Alors, je veux que vous applaudissiez Christian Gagnon. Je vous demande maintenant d'accueillir à nouveau le président de la Ligue d'Action nationale, Denis Monnière. Denis Monnière, je vous l'ai dit tout à l'heure, a beaucoup de bien à dire sur notre orateur de ce soir, le directeur de la Revue de l'Action nationale, Robert Laplante. Alors, Denis Monnière. Alors, chers amis, vous vous dites sans doute, mais qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi représenter Robert Laplante? Il est connu, c'est un parangon de pensée positive, de créativité intellectuelle. Pourquoi est-il nécessaire de le présenter? Je pense qu'il y a des aspects de Robert Laplante que vous devez connaître. Moi, je le connais, Robert, depuis 25 ans. Nous avons une complicité de tous les instants. C'est un des intellectuels avec lesquels je n'ai jamais eu de désaccord, ce qui est remarquable en ce qui me concerne, puisque je suis reconnu
pour être un sed contra, disait saint Thomas d'Aquin, pour ceux qui ont quand même encore quelques lettres. Et donc, je voulais ce soir profiter de cette occasion pour rendre hommage à Robert Laplante. On peut définir Robert Laplante comme une personne qui a dévoué sa vie à la cause nationale et qui a mis ses capacités intellectuelles et ses talents au service de ses concitoyens pour les guider sur le chemin de l'avenir. Robert Laplante est l'archétype de l'intellectuel. Il consacre sa vie à l'analyse de la société québécoise pour en comprendre ses forces et ses faiblesses. Il est un éveilleur de conscience qui met ses connaissances au service de l'émancipation nationale. C'est un intellectuel rare, mais qui est enraciné dans le terroir québécois. Il est partisan du coopératisme, il est partisan de l'économie sociale, il s'est intéressé à l'économie politique de l'exploitation forestière, il s'est intéressé au développement des régions du Québec. Ils sont rares dans le milieu intellectuel, ceux qui ont foulé le territoire québécois, qui l'ont aimé et qui veulent le mettre en valeur. En plus, Robert Laplante est un intellectuel homme orchestre. Il tente d'intégrer dans ses réflexions toutes les dimensions de la vie collective. Il peut traiter avec une compétence égale les principales variables qui façonnent notre destin collectif, l'économie, la culture, la langue et la politique. Il combat avec lucidité les ambiguïtés et les contradictions qui occultent la réalité des rapports de force et entravent les actions cohérentes. Contrairement à beaucoup de nos concitoyens, et parmi ceux-ci, on peut compter des élites politiques qui nous ont gouvernés, Robert Laplante a le sens des institutions, de la continuité, ce qui explique qu'il est à la barre de l'Action nationale depuis 20 ans. C'est un travailleur infatigable. Il publie, mois après mois, des éditoriaux pertinents et percutants. Ses textes, comme le disait le général de Gaulle, vont au fond des choses. Et il ne tolère pas l'imprécision, ou pire encore, les tergiversations auxquelles nous ont habitués tellement de politiciens. Je pense que Robert Laplante a fait sien le mot de Lénine, qui disait « J'aime bien émailler mes discours de citation de Lénine. » Parce que, pourquoi? Parce que c'est le seul intellectuel dans le monde entier qui a réussi sa révolution. Je disais donc que Robert a fait le sien le mot de Lénine qui disait « Seule la vérité est révolutionnaire. » Je peux témoigner, moi, étant membre de la Ligue d'Action nationale depuis 1981, que sous la direction de Robert Laplante, la revue L'Action nationale est devenue le phare de la pensée indépendantiste. S'il y a une clé qui nous permet de comprendre la pensée multiforme de Robert Laplante, je dirais que c'est précisément le principe d'indépendance appliqué non seulement à la nation québécoise, mais surtout au mode d'appréhension du monde. Et c'est l'essentiel de mon message, et c'est ce que je voudrais que vous appliquiez vous-même. Robert Laplante combat le colonialisme des esprits. Il voudrait que sur le plan de la pensée, les Québécois se définissent par eux-mêmes et pour eux-mêmes, qu'ils soient leur propre référence
au lieu de se penser à travers le regard des dominants. Mettre fin à la dépendance suppose qu'on se libère intellectuellement des critères de jugement de la puissance tutélaire et qu'on puisse ainsi reconnaître le sens de l'intérêt national, concept évacué de notre débat public par tous les leaders politiques québécois. Robert Laplante, bienvenue pour nous expliquer la pensée de l'avenir de l'Action nationale. Madame la chef du Bloc québécois, Mesdames, Messieurs les députés du Bloc, chers amis, collaborateurs, artisans, lecteurs, compagnons de route, compagnes de route de l'Action nationale, bonne fête. Je suis heureux de partager avec vous cette soirée. C'est un privilège rare qui n'arrive qu'une fois par siècle et j'ai l'intention d'en profiter. Je vous en suis reconnaissant. C'est parce que vous êtes là que l'Action nationale peut m'offrir cette tribune ce soir. Je voudrais profiter de l'occasion pour revenir un tant soit peu sur le chemin parcouru et pour tenter d'ouvrir quelques pistes pour le proche avenir, en sachant, bien sûr, qu'il faudra y revenir plus d'une fois. Je vous invite à aborder les prochaines années avec confiance et détermination. Il faut penser notre combat dans le temps long et le faire en sachant que nous sommes redevables à tous ceux et celles qui, avant nous, ont mené des batailles qui ont permis à notre peuple de se rendre là où nous sommes. Encore et toujours au seuil de notre naissance, j'en conviens, mais encore et toujours tenace, opiniâtre, avec le même idéal chevillé au corps, le même goût de la liberté, le dur désir de durer. Réfléchissant à ce que l'on pourrait partager maintenant, ce soir, à ce que dessine le parcours de notre revue, je ne pouvais m'empêcher d'imaginer à quoi pouvait bien rêver cette poignée d'idéalistes qui ont appelé à l'action intellectuelle en fondant une modeste revue. Savaient-ils qu'ils lançaient une aventure qui deviendrait séculaire? Pensait-il même cela possible dans les moyens du Canada français de l'époque? Osait-il imaginer qu'avec la pénurie et la pauvreté et dans un scepticisme ambiant pour le moins démoralisant, ils allaient voter les bases d'une institution comme celle qui est devenue l'Action nationale? Une institution, me direz-vous, le mot est juste. Ce n'est ni par l'ampleur de ses moyens, ni par les fluctuations de son rayonnement qu'on est en droit de la désigner ainsi, mais bien par les fonctions qu'elle remplit. Les sociologues nous ont appris depuis longtemps déjà que les institutions sont des rouages essentiels à la pérennité des sociétés, à la projection d'un peuple dans l'avenir et dans la durée. Et c'est à quoi se consacre la revue depuis ses tout débuts, à affirmer, stimuler et maintenir la volonté de persévérer dans son être. Une nation inachevée comme la nôtre ne pouvait espérer se rapailler, se construire dans une si dure adversité, sans un effort de tous les instants, pour ne point se laisser dissoudre ou broyer par des forces et un régime efficace à saper ses points d'appui. Penser la nation en 1917, cela ne voulait pas seulement dire chercher les moyens et les voies de son développement. C'était d'abord et avant tout affirmer avec audace que la puissance de la pensée pouvait contrer les procès de légitimité intentés contre notre existence nationale. Il fallait une bonne dose de hardiesse pour ambitionner dresser la réflexion contre un ordre établi pour précisément la rendre captive d'une condamnation sans appel. Quelques feuillets, d'ardentes discussions et une détermination sans faille allaient leur permettre de se penser capables de subversion et de le faire en dressant la pensée contre l'humiliation qui aurait pu les tenir dans le mépris de ce que nous étions, pauvres, dépossédés
livrés à l'indignité par la misère et la superbe des maîtres et de ceux qui les servaient. J'aime à me les imaginer remplis d'une espérance qu'ils savaient plus grande que ce qu'ils entreprenaient, plus osée que l'audace qu'ils ne se soupçonnaient peut-être pas eux-mêmes. Ils ont refusé la vie agonique dans laquelle la minorisation planifiée avait précipité ce peuple depuis l'écrasement du mouvement patriote. Il fallait faire les épissures pour raccorder les fils d'un destin effiloché. Ils savaient que ce serait long. Mais pensait-il que ce serait aussi long? Nous sommes ce soir bien obligés de constater que si tous les fils ne sont pas renoués, la trame, elle, a été restaurée. Nous sommes encore à chercher les voies de l'émancipation, c'est entendu. Nous avons collectivement réalisé des avancées qui, à bien des égards, matérialisent indubitablement notre existence nationale. Mais il nous manque la cohésion qui pourrait donner une plus forte conscience partagée de nos intérêts nationaux. Et sans doute aussi, un peu, beaucoup, la volonté de dépassement. À nous comme à nos devanciers, rien n'est acquis. Tout est toujours à recommencer parce que nous ne contrôlons rien de ce qui pourrait faire de nos constructions des œuvres pérennes. Tant que nous ne serons pas maîtres dans notre maison, nous devrons vivre avec le doute sur notre capacité de léguer. Tant que nous ne serons pas libres, chaque nouvelle génération devra se situer dans le monde avec la conscience aiguë que son héritage n'est précédé d'aucun testament, selon le vers fabuleux du poète français René Char. Le régime qui nous assujettit, la minorisation dans laquelle il nous enferme, n'ont de cesse d'éroder chacune de nos victoires, la moindre de nos conquêtes. C'est cette constante et sournoise érosion qui engendre cette fameuse fatigue qu'Hubert Aquin a débusquée. C'est elle qui condamne chaque génération à recommencer, à s'efforcer de se rapailler, justement, pour prendre appui sur ce qui n'est pas complètement effacé ou détourné pour tenter de transmettre. Notre dynamique nationale repose sur un processus d'accumulation culturelle rendu défectueux par le conflit des légitimités et la mise en défensive constante. Nous vivons dans les demi-mesures et le compromis bancal arraché de haute lutte ou braconné sur un ordre déjoué. Nous ne pouvons transmettre que ce qui reste, que ce qui a échappé, au moins provisoirement, à la logique toxique de ce régime. Ce déficit de transmission n'est pas d'abord explicable par une quelconque faiblesse intérieure et native. Il s'explique avant tout par l'effet pervers et constant de la prégnance des catégories conceptuelles, juridiques, politiques qu'impose le Canada et son appareil institutionnel. Être constamment soumis au conflit des légitimités brouille les repères, trouble le regard. Dès lors, le déficit se transforme en véritable déficience de transmission. La pression constante exercée sur ce qui suscite et entretient les appartenances finit par imposer un rapport oblique à soi-même. Elle induit une amnésie fonctionnelle qui joue le rôle de soupape politique. Cette domination finit par être intériorisée au point de renforcer chez plusieurs d'entre nous le sentiment d'habiter une culture mineure. Cela plombe notre capacité de nous représenter nous-mêmes. Véritable carcan intérieur, cette domination a donné une forme particulière à notre lutte. Nous n'avons toujours pas seulement à nous affranchir des obstacles que dresse devant nous le Canada. Pour réussir, nous devons d'abord nous arracher à cette part de nous-mêmes. C'est un immense défi collectif. On a mal compris cette nécessité en pensant qu'il s'agissait de vaincre la peur. C'est une erreur de perspective. La minorisation ne repose pas seulement sur un rapport démographique et politique, sur des conditions matérielles qui privent des moyens ou les rendent inefficaces. Elle est aussi processus de contamination des représentations de soi, de toutes les représentations de soi. Ce processus donne une forme insidieuse à tout le débat public, y compris au débat sur la nation, en maintenant toujours une distorsion des perspectives qui entraîne à se voir
dans l'œil de l'autre, même lorsque l'on cherche à s'en affranchir. Il y a trop d'exemples dans notre histoire et dans notre morose actualité pour qu'on fasse semblant de ne pas accorder d'importance à ces pièges du langage qui nous entraînent à nous désigner dans les termes de l'adversaire. Le plus odieux de ces exemples est celui de l'instillation d'une formule malsaine pour nous désigner. Le recours au neutre générique de francophone, souvent utilisé comme synonyme de québécois, s'est imposé à partir des catégories de la loi canadienne sur les langues officielles pour nous dissoudre. Ce neutre a le double effet de nous avoir réintégrés dans la logique de minorisation et de nous avoir enclins à nous dédoubler nous-mêmes. En toute cohérence, le vocable québécois devrait suffire. Si le français est la langue officielle et la langue commune, il ne serait que logique d'en déduire que québécois signifie parlant français. Il serait logique que la référence culturelle la norme, soit celle par rapport à laquelle les exceptions, les minorités se définissent. Se désigner comme francophone, c'est s'oblitérer soi-même. Se définir comme québécois francophone, c'est se mutiler, se dédoubler en se faisant le minoritaire de soi-même devant un autre, quel qu'il soit, qui a droit à la plénitude de son être. Si nous parvenions à nous tenir dans l'affirmation majoritaire, le débat sur nos rapports avec les minorités comme avec les immigrants, ce barbarisme ne serait pas utilisé. On comprend qu'il puisse y avoir des Italo-Québécois, des Anglo-Québécois. Mais s'il y a des Franco-Québécois, c'est qu'il y a un changement de registre. Il n'y a pas de germano-allemand ou de luso-portugais. Le renversement de désignation est l'expression la plus sournoise de ce qui s'est déroulé derrière le combat contre la loi 101. C'est un point de bascule et Radio-Canada y est allé de tout son poids pour normaliser le vocable, pour faire pencher les forces symboliques et imposer la représentation utilisée par le Canada pour nous ethniciser. C'est une tâche extrêmement difficile pour un peuple que d'avoir toujours à recommencer son plaidoyer pour se justifier à lui-même de la légitimité de sa propre existence. Chaque vénération qui monte en ce pays a eu à instruire cet étrange procès par devers ceux-là qui l'ont amené à son présent et placé devant le partage d'une histoire et d'une espérance sans lesquelles nulle représentation de l'avenir n'est possible. C'est ce qui donne dans notre culture et même dans nos vies personnelles souvent, cette puissante et angoissante prégnance du sentiment d'inachèvement, d'inaccompli. Chaque vénération jusqu'ici est parvenue à faire surgir une cohorte assez forte pour surmonter un destin programmé et tenter de l'infléchir avec des significations assez puissantes pour prolonger l'attachement à la langue, pour renouveler les figures de la culture et affirmer qu'elle forme une totalité apte à produire une vision du monde. Mais par la force des choses, ce ne fut et ce n'est jamais que succès partiel, inachèvement dans l'effort même de s'arracher à l'inaccompli. Véritable figure laurentienne du mythe de Sisyphe, c'est cette tâche qui donne dans sa forme et ses impulsions à notre action historique, sa dynamique et sa pertinence, aussi trouble fut-elle, et qui finit par se retourner contre nous-mêmes, car ce qui ne s'achève pas est condamné à se dénaturer par l'effet même du régime canadien. Le Canada, en effet, est une véritable machine à usurpation. Il n'a de cesse de retourner à son avantage, c'est-à-dire à sa propre construction nationale, certains des plus forts éléments d'affirmation de notre propre volonté de vivre. Il nous vole, nous paye sans vergogne depuis toujours. Il nous a volé le nom du pays et jusqu'à la manière de nous y désigner. Nous étions Canadiens, il nous a minorisés. Nous avions des symboles forts, il a placé la feuille d'érable sur son drapeau. Nous avions la charte d'affirmation de la langue, il en a fait une grande loi canadienne.
Il s'approprie la renommée de nos succès collectifs, le rayonnement des œuvres de nos artistes, de nos savants. Rien ne résiste à son appétit cannibale, pas même la prétention de faire de la poutine un symbole de sa gastronomie. Ce Canada, il occupe ce que Pierre Perrault a appelé le territoire de l'âme pour mieux dénaturer jusqu'à nos plus anodins repères. Et ce territoire, parce que c'est celui du sens et que le sens n'est fécond que s'il est transmis, ce territoire, c'est aussi et sournoisement celui des institutions que nous avons bâties et qu'il cherche à s'annexer pour mieux en détourner les finalités, pour s'approprier ce qui se joue en elle et par elle. Maurice Séguin a consacré sa vie à démonter cette logique d'annexion. Et voilà pourtant que nous avons à faire face aujourd'hui à d'odieuses manœuvres d'instrumentalisation de certains des leviers les plus importants que nous nous sommes donnés pour façonner notre destin national. Voilà qu'Ottawa se pointe avec sa banque des infrastructures à laquelle sera associée la Caisse de dépôt et placement. Notre plus important véhicule d'épargne sera mis au service des priorités canadiennes. Il y sera un partenaire à l'image de ce que nous ne pouvons qu'être dans ce régime, un minoritaire instrumentalisé. Et il s'en trouve pour encore prétendre que la voie subalterne serait pour nous la meilleure voie de développement. Et cela, sans que ça ne les empêche de déplorer, il n'y a pas de limite au bon sentiment, qu'Ottawa n'ait pas eu la magnanimité de placer à Montréal son formidable instrument d'usurpation. Je l'ai écrit et dit et redit depuis des années, il n'y a pas de limite à la mécanique infernale de la minimisation des pertes. S'il y en avait une, toute notre vie politique et notre conscience nationale seraient mises sous tension par la conséquence logique qui en découlerait, à savoir l'existence d'un seuil de rupture, la définition plus ou moins précise et partagée de l'intolérable. Cela nous fait défaut. Nous n'avons pas de doctrine de l'intérêt national. Il n'existe pas, pas même informellement, un ensemble de propositions qui feraient consensus dans la population quant à ce qui est essentiel à notre développement. C'est lorsqu'un événement de dépossession survient qu'une réaction survit. Une réaction défensive le plus souvent, d'impuissance résignée. Rona, Saint-Hubert, Lobla, Provigo. C'est pourquoi nous sommes si peu capables de colère. Nous avons des moments d'indignation, nous en avons même parfois d'assez intenses, mais ils sont aussi fugaces que les aurores boréales dans le ciel du Nord que nous avons si peu de mal à perdre. Nous sommes collectivement faciles à désorienter en raison même de la faiblesse de nos institutions qui ne parviennent que trop imparfaitement à encastrer leur raison d'être dans un registre social et symbolique inaliénable. Nos réalisations institutionnelles sont enserrées, engluées par les institutions canadiennes. Tant que cela le sert, le Canada se contente d'en éroder les finalités, nous laissant nous berner nous-mêmes en nous rassurant sur le maintien en l'état des moyens. Tous les programmes à frais partagés, tous les domaines de juridiction partagée fonctionnent dans cette logique. Le Québec est un exemple en matière de services à l'enfance. Ottawa s'en inspirera pour son programme national de garderie et se servira de nos impôts pour nous le confisquer. Il viendra bientôt le jour où, pour accéder aux fonds fédéraux, les CPE devront respecter des normes nationales et remplir des formulaires bilingues pour quémander. La petite enfance emboîtera dès lors le pas aux universités qui, depuis longtemps, se sont laissées instrumentaliser. C'est Ottawa qui fixe les priorités de recherche, définit les modalités de subvention où les équipes québécoises sont inexorablement aspirées dans les positions de minoritaires sous couvert d'approches collaboratives et de perspectives comparatistes. À chaque année, les bonimenteurs nous bassinent avec les statistiques concernant l'octroi des subventions de recherche.
Le pinaillage sur les chiffres vient occulter la vérité des choses. Ottawa a confisqué totalement le domaine de la recherche et c'est lui qui fixe les finalités de développement des universités québécoises. Bien sûr, il y a des technocrates pour nous vanter l'autonomie et pour nous dire que le Québec a sa marge de manœuvre. Mais c'est une marge qui se définit par rapport à un centre que nous ne contrôlons pas. Annexion symbolique, assujettissement financier, domination politique forment un dispositif d'une redoutable efficacité. Lucia Ferretti en a dressé un portrait accablant dans une série de textes que la revue publie depuis presque 15 mois maintenant. Elle y a mis en lumière l'effronterie et la brutalité d'Ottawa qui ne recule devant rien. Mais plus grave encore, elle a documenté, pour ainsi dire, au jour le jour, le consentement et la complicité du gouvernement Couillard à l'accélération de notre marginalisation. Une élite québécoise se fait complice de notre minorisation avec une intensité inégalée depuis l'acte d'union. Le gouvernement du Québec ne se fait pas seulement partisan du fédéralisme, il consent délibérément et de plus en plus ouvertement à l'érosion des bases institutionnelles de toutes les instances, organisations et institutions où nous pourrions encore nous éprouver majoritaires. Sous couvert de virages verts et de bonne entente avec l'Ontario, il pave lentement la voie, par exemple, à la mainmise juridique d'Ottawa sur Hydro-Québec. Le projet d'un réseau national, entendre Canadian, de distribution d'électricité s'affirme lentement. Le financement des lignes de transmission interprovinciales et le débogage du Muskrat Falls vont servir de cheval de Troie. Et il ne sera pas loin le jour où Ottawa dictera sa conduite à Hydro-Québec en s'appuyant sur la disposition constitutionnelle qui l'enjoint de servir l'intérêt général du Canada. L'affaire de la série C en aura rajouté une couche qui n'annonce rien de bon, même si les gouvernements et bien d'autres s'échinent à enrober le prix de consolation en parlant des emplois protégés, du moins pour un temps. Que Bombardier ait fait des erreurs majeures, c'est déplorable. Mais pourquoi refuse-t-on de voir que le fond de l'affaire s'est joué sur notre statut de province? En refusant d'y investir, après avoir fait traîner les choses en longueur pendant plus d'1 an, Ottawa a refusé de traiter Bombardier comme une entreprise stratégique, essentielle à sa construction économique. Ottawa a refusé de faire ce que les autres États centraux font, à savoir se ranger derrière une entreprise et une industrie considérées comme stratégiques. Refusant de faire bataille avec Bombardier, le Canada a enfermé la série C dans les moyens de la province, en faisant ainsi une proie facile. Une province ne pouvait pas faire plus que ce qui a été fait, et le Canada, qui est toujours une économie de succursale, s'accommode très bien de la transaction. On se rappellera qu'Ottawa a consenti 11 milliards pour sauver l'industrie automobile ontarienne, qui reste pourtant une industrie succursalisée. Mais le Canada est resté fidèle à lui-même, même dans son renoncement et dans son lâchage à l'endroit du Québec, ne consentant que des grenailles à Bombardier. Nous n'avons pourtant pas entendu les ténors souverainistes faire une lecture indépendantiste de cet échec lamentable. Et dire que Laurent Baudouin avait fait campagne contre notre indépendance en vantant la protection d'Ottawa pour la grandeur de sa compagnie. Dans l'affaire de la série C, le Canada vient de lui administrer le coup de Jarnac, typiquement réservé aux intermédiaires devenus inutiles. Ceux-là qui pensent que ces exemples et ce qu'ils inspirent ne sont là que des exagérations, des inquiétudes d'assiéger, ne s'empressent pourtant pas eux-mêmes de définir ce qui serait inacceptable autrement qu'en restant au niveau de la caricature. C'est un procédé connu, forcer le trait pour transformer un argument ou un fait en épouvantail pour le soustraire à la discussion. C'est un procédé qui sert parfaitement bien la logique de minimisation des pertes. Chaque glissement est ainsi ramené à l'anecdote déplorable, à sa portée neutralisée,
par une mise à l'extrême. Non, il n'y aura pas d'expropriation d'Hydro-Québec ou de confiscation de la Caisse de dépôt. Il n'y aura pas de grande crise révélant une manœuvre malveillante frontale. L'usurpation se produit par glissements successifs. Le Canada dévore le Québec lentement et de l'extérieur. Comme ces mollusques capables de digérer leur proie en les enveloppant d'un estomac qu'ils peuvent sortir hors de leur corps. C'est la Charte canadienne des droits et la Cour suprême qui lui servent d'organe d'exodigestion. Et c'est 50 milliards de nos impôts qui lui donnent les moyens de détruire notre intérêt national. Tout cela est épuisant. Et là, on peut facilement comprendre que certains abandonnent, qu'ils flanchent, démoralisés. Ceux-là méritent notre empathie, comme ils méritent que nous ne désespérions pas d'eux. Si nous faisons les efforts requis, si nous redressons les perspectives, ils reprendront confiance, au bord et destin de poursuivre, comme dit Miron. Il faut se garder de l'autodénigrement. Notre peuple est en position de faiblesse et nous n'avons pas à l'en blâmer. On n'a bien souvent que le courage de sa force. Cela dit, il faut se garder des illusions et de la complaisance. La mécanique infernale de minimisation des pertes fournit de précieux alibis aux profiteurs, à ceux-là qui ne cèdent pas par épuisement, mais par lâcheté et intérêt. La minorisation rapporte à quelques-uns, c'est certain, et le Canada n'a jamais ménagé les prébendes. Il n'y a rien d'inédit à voir les dirigeants du port de Québec se comporter en concierge servile pour mépriser l'Assemblée nationale et la population de la ville de Québec. Il y a par contre un signal nouveau et inquiétant à voir les parvenus du cégep de Sainte-Foy entreprendre de bilinguiser une institution à qui ils doivent leur niveau de vie. Ce sont des agents d'une dérive observable en plusieurs milieux. Une cohorte de déserteurs a entrepris de confisquer le bien d'héritage. N'ayons pas peur des mots. Une engeance de pilleurs est en formation. Ce sont des aspirants aux divers postes de barons ethniques que le Canada a décidé d'offrir en plus grand nombre. Le renoncement à s'assumer majoritaire ne réserve plus seulement cette voie de carrière aux postulants des institutions fédérales, de Radio-Canada à la Société des ponts, en passant par les ministères et les fioles de gouverneur général pour celles qui veulent rester en orbite. Ce sont des héritiers des conquêtes québécoises de ce siècle qui, désormais, s'affairent à se désolidariser de l'effort national. On sait la déception qu'infligeait à Jacques Parizeau le désolant spectacle de certaines figures de proue du Québec Inc. J'ose à peine imaginer ce qu'il dirait de l'affaire Bombardier, mais j'entends encore le son de sa voix quand, devant l'Assemblée fiévreuse de Destination, il constatait que le mouvement national est devenu un véritable champ de ruines. Il faut cependant se garder de faire une lecture trop accablée de ces sinistres tendances et conduites. La lâcheté existe, il ne faut pas se le cacher. Et ce que disait Lionel Groulx dans les années 20 de la veulerie d'une certaine élite reste tout à fait d'actualité. Mais il faut surtout comprendre que c'est dans la nature même de la domination qui s'exerce sur notre peuple que de produire des velléitaires, des esprits coulants à qui on ne parvient pas à faire dire qu'il fait beau par temps clair. Ils vont se multiplier d'autant plus allègrement que le mouvement du monde ne manque pas de leur offrir des courants ascendants. Les machines de guerre idéologiques de la mondialisation servent admirablement les efforts du Canada pour nous dissoudre. Elles fournissent aussi des alibis à ceux qui le servent. Le multiculturalisme n'est pas qu'un étendard et une mécanique de nation building canadienne.
C'est la matrice culturelle et idéologique des utopies néolibérales de l'atomisation, de la réduction des peuples à des ramassis de consommateurs à gaver, de travailleurs à déplacer au gré de l'optimisation des facteurs de production. L'ouverture au monde, désormais brandie comme une injonction vertueuse, n'a plus rien à voir avec l'idéal des Lumières et la recherche humaniste des rencontres et du partage. La destruction des cultures et la réduction des identités collectives aux paramètres du commerce ne nous laissent qu'une très étroite marge de manœuvre pour penser nos moyens de continuer d'exister. Et surtout, pour s'y définir des aspirations assez fortes pour inspirer un projet d'émancipation capable de déjouer le destin rabougri que nous dessine le Canada. Des aspirations assez puissantes également pour donner la force créatrice de nous arracher à l'emprise d'une américanisation porteuse d'une véritable néantisation du monde. Notre question nationale ne saurait être enfermée dans le rapetissement des horizons que nous impose notre condition de provinciaux moroses. Les défis du Québec, les défis de la conquête de notre indépendance ne sont pas que les nôtres. Notre lutte nous place au cœur du plus grand mouvement de l'histoire de ce siècle commençant. Comme l'acclamait le prophétique Speak White de Michel Lalonde, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous partageons une aspiration à la liberté avec tous les peuples du monde qui cherchent à résister aux puissances d'uniformisation. Nous la partageons en particulier avec ceux-là qui, comme nous, cherchent à se créer un État pour se donner la plénitude des moyens de mener leur combat pour se réaliser comme ils l'entendent. Les Écossais, les Basques, les Flamands, les Catalans en particulier, nous sont devenus plus proches. Ces derniers ont donné au monde entier une leçon de courage et de démocratie. Et ils viennent aujourd'hui même de franchir la ligne du risque que Pierre Vadeboncoeur a si bien décrit pour nous-mêmes. Il faut leur souhaiter une indépendance réussie. Mais quoi qu'il advienne, il nous faudra retenir la leçon qu'ils nous auront servie. Il n'y a pas de place pour la candeur dans le combat pour l'indépendance. Comme l'Espagne, le Canada ne renoncera à rien pour nous empêcher d'être. Dans l'ordre du monde qui se redessine aussi dans l'évolution des petites nations, personne ne peut prédire de quel côté se trouveront les gagnants. Tout porte à croire, cependant, que la loi de la vie, la loi de la culture, marquera les trajectoires. Notre position sur le continent nous condamne à la plus grande vigilance pour trouver les voies de passage. Nous sommes sur le chemin des passes dangereuses, pour reprendre le si beau titre de la pièce de Michel-Marc Bouchard. Il faut avancer avec la lucidité de reconnaître que le mouvement national a connu de meilleures heures. Les partis politiques, nombre d'intellectuels résignés, ont perdu le sens du parcours. Collectivement, nous payons très cher d'avoir vu le gouvernement Bouchard gaspiller la conjoncture et renoncer à conserver l'initiative. Faute d'avoir procédé au bilan critique, qui s'imposait, nous avons accru la vulnérabilité du Québec. Puis, nous avons facilité la tâche de l'État canadien. Relancé avec la fureur du plan B, toute la mécanique de soumission s'en est trouvée renforcée et accélérée. Nous voilà depuis 20 ans aspirés dans une affligeante spirale de régression politique. Faisant le point sur la situation de la nation à l'occasion du 70e anniversaire de la revue, François-Albert Anger avait posé dans des termes encore éclairants, je pense, le dilemme stratégique dans lequel nous sommes enfermés depuis la mutation du nationalisme canadien-français en indépendantisme québécois. Depuis le début du 20e siècle, et sans contredit sous l'impulsion des artisans de l'Action nationale, le nationalisme canadien-français, qui avait contribué à réhabiliter l'idée d'indépendance,
se caractérisait par l'approche stratégique suivante. Partant d'une grande dépossession, d'une pauvreté natale, disait Miron, il s'agissait de construire, morceau par morceau, petit pas par petit pas, une nation forte pour la rendre capable de bâtir un État fort. L'accent était mis sur la patiente construction des institutions. Le néo-nationalisme dit Angers, excédé par les manœuvres de centralisation fédérale, a choisi la voie de l'urgence. Devant la modernité qui s'accélérait, il fallait récupérer tous les outils. Il s'agissait dès lors de tout mettre en œuvre pour changer le statut de la province et se doter d'un État fort pour assurer la pérennité de notre nation menacée. C'est un renversement que le pugnace Angers déplorait. Il en faisait une lecture très moralisatrice, reprochant leur impatience aux élites péquistes et surtout de s'être laissé séduire par les sirènes du pouvoir provincial plutôt que d'avoir entrepris de poursuivre, en l'adaptant, l'approche traditionnelle. Angers misait sur la continuité. À l'instar de ses maîtres, Groulx, Mainville, il pensait que les conquêtes pouvaient s'accumuler et éventuellement permettre d'arriver à la possession ultime, celle de l'État national. Comme eux, Angers plaçait les efforts de cette conquête à l'intérieur du régime, dont pourtant toute la logique contribuait à les atténuer ou les harnacher pour les canadianiser, pour en neutraliser la portée nationale. Les néo-nationalistes ont bien vu que cette continuité ne pouvait atteindre son but. Il fallait rompre avec le Canada pour compléter les avancées réalisées par le nationalisme traditionnel, pour les faire muter et les inscrire dans une véritable logique d'émancipation. Séduite par la rationalité technocratique, convaincue que la légitimité de notre existence et de notre cause allait de soi, les élites politiques péquistes ont réfléchi en privilégiant les processus plutôt que le rapport de force. Dès lors, le combat national s'est tout entier consacré à la transformation du statut du Québec en procédant par le plaidoyer, en s'imaginant que la liberté se négocierait. Le mouvement a eu le tort et la naïveté de penser que le procès de légitimité ne pouvait avoir lieu. Cette approche a connu son premier échouage au référendum de 1980. Après avoir jonglé ouvertement avec le projet de démission collective et du consentement à la minorisation provinciale, le Parti québécois a tout de même repris le combat. Mais il l'a repris dans les paramètres du même paradigme. Tout l'effort de mobilisation a été concentré sur le changement de statut. Certes, sous la gouverne péquiste, de nombreuses institutions ont été créées ou renforcées, mais les conquêtes restaient provinciales, rusant parfois avec les contraintes du régime, mais sans les abolir. Cela aura eu des effets terribles sur la capacité de pérenniser ces avancées. L'exemple le plus éloquent de ce point aveugle dans le paradigme néo-nationaliste aura été celui du sort de la loi 101. Elle a, un très bref moment, rusé avec le régime, mais ce dernier en est venu à bout. De campagne de propagande en jugement de la Cour suprême, d'amendements législatifs en recul politique, elle est devenue un symbole creux, une loi usurpée, détournée de ses finalités et retournée contre ceux-là même qui l'ont fait naître. Pour que la loi 101 reste la loi 101, il eût fallu que les gouvernements refusent les jugements qui l'érodaient. Il aurait fallu qu'ils ouvrent et mènent un conflit de légitimité opposant la volonté du peuple à la domination du régime. Pour la pérenniser, le gouvernement péquiste aurait dû entreprendre de reconfigurer les institutions de la province, de déconstruire le dualisme institutionnel qui neutralise la socialisation par les institutions de la majorité en y incrustant un bilinguisme contraire aux aspirations de la loi elle-même. Ce travail aurait mené à la reconfiguration du système universitaire, à la reconstruction du système hospitalier, etc.
Cela aurait enclenché de féroces batailles, à n'en pas douter, et devant elles, le gouvernement a reculé. Avec pour résultat que Dawson est aujourd'hui le plus gros cégep du réseau, que McGill domine outrageusement le système universitaire, que le CUSUM a su siphonner des milliards qui auraient dû aller dans toutes les régions du Québec. Et il s'en trouve pour s'étonner que les enfants de la loi 101 préfèrent le cégep en anglais et se retrouvent à Concordia, à défaut de pouvoir se qualifier pour McGill. Plutôt que d'amorcer les initiatives visant à éroder l'architecture institutionnelle en même temps qu'elle menait la bataille du statut, les élites souverainistes ont troqué un combat pour l'autre. Voilà une vérité qui devenait une contre-vérité. À défaut d'avoir conduit le travail de déconstruction des institutions provinciales, le mouvement souverainiste s'est transformé en machine à minimiser les pertes. Et il n'a pas pour autant investi le chantier de l'élaboration des institutions du Québec souverain. Il n'a pas posé les premiers jalons, encore moins fait voir que les institutions pouvaient avoir une autre configuration. En restant dans les champs de compétences provinciales et sans jamais forcer le jeu, il n'a ni élaboré ni fait voir que l'indépendance changerait complètement et radicalement la vie de la nation. Marc Chevrier a bien raison de s'étonner de l'indulgence de la réflexion républicaine des indépendantistes. La revue y a bien fait quelques avancées, mais elles n'ont pas été reprises par le Parti québécois et la majorité de ses intellectuels. La bataille pour le changement de statut s'est donc résumée à la stratégie de mobilisation autour de l'approche du saut dans le vide. D'autres préfèrent l'image du chèque en blanc. Votez oui, on verra pour la suite. Cela a laissé la voie libre à nos adversaires qui pouvaient dépeindre le Québec indépendant comme une terre de barbarie, le menaçant de toutes les désorganisations et le laissant en proie à tous les maux, de la peste à la famine. Philippe Couillard continue allègrement de puiser à ce répertoire. Hors de la monarchie constitutionnelle, point de salut, à moins de trouver réconfort dans d'éternelles palabres sur les changements du mode de scrutin. Il faut sortir de cet écartèlement entre la lutte pour le statut et la construction de la nation par le combat de légitimité. Et avec la claire conscience que nous avons affaire à un Canada qui ne reculera devant rien, il faut reprendre la bataille sur le front de la légitimité et reprendre l'initiative en tirant les conséquences des occasions ratées. Car il y a eu des occasions. Dans un éditorial d'octobre 1995, à la veille du référendum, Rosaire Morin et moi avions proposé une approche stratégique républicaine, conciliant travail sur le statut politique et déconstruction, reconstruction du régime. Nous proposions que le gouvernement s'engage à créer une assemblée constituante, quel que soit le résultat du référendum. Si le oui l'emportait, elle permettait d'occuper pleinement le territoire de la légitimité. Si le non l'emportait, elle permettait de conserver l'initiative, de déplacer le terrain de la lutte et de canaliser l'immense énergie qu'avaient en particulier révélé les commissions sur l'avenir du Québec. On peut imaginer ce qu'aurait donné un tel exercice mené en parallèle avec une enquête sur les violations dont continue toujours de se vanter Jean Chrétien. Sous le choc du 30 octobre, il faut croire que le célèbre pèlerinage à New York avait plus d'attrait qu'un éditorial de l'Action nationale. Une autre occasion s'est présentée. Le gouvernement du Québec aurait pu constitutionnaliser la loi 99. Il aurait pu prendre appui sur elle pour doter le pays d'institutions inédites, pour créer une citoyenneté québécoise, par exemple. Il a renoncé à faire le pas décisif, celui qui aurait ouvert le conflit de légitimité et lui aurait permis de reprendre l'initiative. Il s'est contenté de ce qu'il croyait être une victoire symbolique. Le résultat, nous l'avons sous les yeux, la contestation ouverte de notre droit à l'autodétermination dans un procès où la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal est bien seule. Il est à parier qu'il s'en trouvera encore pour pérorer sur le procès
et prétendre que ce n'est pas grave. Rien n'est jamais assez grave aux yeux du minoritaire consentant. Quand tout un peuple est convié à débattre des mérites de l'hygiène à la débarbouillette et se fait présenter un deuxième bain hebdomadaire comme un progrès social, c'est que plus rien ne va dans la vie nationale. Comment peut-on composer avec une telle médiocrité et au même moment s'émerveiller des prouesses québécoises en matière d'intelligence artificielle? Il n'y a qu'une seule explication à une telle dissociation symbolique, la très sérieuse perturbation de la faculté de représentation de soi. Les Québécois ne se voient plus aller. Complètement enfermés dans la logique provinciale, nos débats ne portent plus que sur les moyens que le Canada nous laisse. Ils ne débouchent jamais sur les finalités que nous pourrions avoir en propre. Les contraintes financières et de juridiction sont totalement intériorisées. Cela a de nombreuses et immenses conséquences. Entre autres, et ce n'est pas la plus bénigne, cela rend le Québec de moins en moins capable d'occuper convenablement son territoire. Les régions les plus vulnérables se détériorent à une vitesse ahurissante. Le gouvernement du Québec n'a que des broutilles à leur consacrer et celui de Philippe Couillard a depuis longtemps renoncé à même essayer d'en façonner le développement. Des pans entiers du pays réel s'étiolent et leurs cris ne percent plus le babillage médiatique. Ce ne sont plus les besoins du Québec qui dictent les choix. L'action soporifique des médias empêche la claire conscience des enjeux. Les bonimenteurs y règnent et s'agitent à maquiller la médiocrité. Étourdis par les mirages de la mondialisation festive, frappés de plein fouet par la révolution numérique, notre complexe médiatique ne planche clairement pas du côté des forces d'émancipation. À cela s'ajoutent les effets insidieux de l'action d'un Radio-Canada qui fixe les normes de la profession et impose les catégories de référence. Au final, le récit médiatique n'est plus du tout en phase avec notre réalité nationale. L'émiettement dans le fait divers, le rejet bon chic, bon genre de la référence nationale, du moins la nôtre, ont fait de ce complexe une formidable machine à produire de l'insignifiance, à moins que ce ne soit des machines à produire du discours compensatoire. Ils pullulent les forts en thème qui lèvent le nez sur leur propre peuple et remplissent magazines et émissions de bavardage sur la dernière tendance new-yorkaise, sur le best-seller de l'heure à Londres ou les merveilles de Netflix en s'imaginant faire partie du grand monde. Des suivis des suiveux de la culture de masse mondialisée plastronnent en faisant des simagrées de provinciaux ridicules. Molière n'en aurait fait qu'une bouchée. Dans le Canada qui se targue de n'avoir pas de culture officielle, il participe au brouillage de nos repères culturels en tenant des postures d'apatride. L'américanisation de la culture, il faut le constater, ne manque pas ici d'idiots utiles. Ils auront été malmenés par le déploiement des conséquences de leur position, c'est-à-dire par la publication de la capitulation culturelle désignée comme la politique du Canada créatif. Mais en ces matières, nous n'en sommes pas à une contradiction près. Quel désolant spectacle avons-nous dû subir à voir des figures respectables de notre monde culturel s'inquiéter pour la souveraineté du Canada, comme si l'occasion n'avait pas été suffisante pour dire « assez, c'est assez, sortons de là ». Mais nous aurons plutôt eu droit à encore plus d'indignation et les lamentations ont repris. Des pragmatiques cherchent encore à percer le baragouin de Mélanie Joly et cherchent les moyens de minimiser les pertes en donnant la chance aux coureurs et à recommencer de quémander un rapatriement de pouvoir. S'il est un domaine pourtant où il n'y a pas d'avenir pour nous, c'est bien celui-là. Et est-ce que cette fois, enfin, suffira à faire voir un seuil de rupture? Peut-être y parviendra-t-on. Pour le moment, il faut le reconnaître, tout est encore à recommencer. Oui,
Tout est à recommencer. Mais le chemin pourrait être plus court qu'on le pense. La distance à parcourir n'est pas d'abord celle que nous imposent les événements, ni même le régime canadien, mais bien celle qui nous sépare de nous-mêmes. C'est par le travail de la pensée, par l'action intellectuelle que nous pourrons franchir cette distance, par la fréquentation des œuvres également. Il ne faut jamais sous-estimer la puissance de l'art. Notre aventure mérite d'être proposée au monde. Nous avons toutes les raisons d'être fiers de ce que nous nous entêtons à bâtir ici. Il faut mener sans relâche le procès du régime, en débusquer toutes les incrustations, faire voir comment, en toute chose, il fausse les perspectives et nous condamne à vivre autrement qu'on pense, comme disait Rosaire Morin. Bref, il faut sortir le Canada du Québec, le déchouquer, merveilleux verbe que les Haïtiens ont inventé, le déchouquer de toutes nos institutions. Il faut faire voir et comprendre que la minorisation nous condamne à l'enlisement dans une médiocrité qui fait déjà trop de dégâts. Il faut montrer en quoi la politique canadienne est toxique et funeste pour notre développement. Il faut, sur chaque sujet de politique publique, montrer ce qu'il nous en coûte de reporter la décision d'en sortir. Il est inutile de tenter de se consoler en disant qu'en s'enfonçant dans le marécage, on peut toujours continuer de contempler les étoiles. L'État canadien se comporte ici comme une puissance occupante. Il faut le faire réaliser, le faire comprendre dans tous les domaines de notre vie. Peu importe qu'il le fasse avec le sourire. Le Québec n'est pas maître de ses finalités, et même doré, une chaîne est une chaîne. L'indépendance, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une fièvre, encore moins un résultat de sondage, c'est un combat. Et il faut le mener en continuant de faire confiance en notre peuple d'abord, miser sur lui, penser au plus près de sa condition, œuvrer à traduire ses aspirations en propositions mobilisatrices, des idées fortes portées par une volonté populaire, consciente de l'intérêt national, finiront bien par mettre les partis politiques en mouvement. Tous, nous méritons mieux que la politicaillerie mesquine. Il faudra bien un jour mettre fin aux luttes fratricides qu'évoquait déjà Honoré Mercier. Nous pouvons, nous devons faire l'unité sur ce qui nous propulsera à la hauteur de notre formidable potentiel. Cela prendra le temps qu'il faudra, en y mettant le meilleur de nous-mêmes, mais surtout en conviant les forces vives à un dépassement qui nous portera enfin dans la dignité et la fierté de l'accomplissement. Nous sommes capables de grandes choses, il faut se le répéter. Nous sommes capables de grandes choses et nous les ferons. Il y a un siècle, les fondateurs de la revue ont posé un geste dont la portée s'est rendue jusqu'à nous. À les lire, nul ne peut ignorer qu'une angoisse terrible les a parfois tenaillés. À l'heure où tout pouvait leur laisser voir que l'avenir était bouché, ils ont usé leurs yeux à faire lever l'horizon, comme dit Miron. À porter le regard sur ce qu'ils ont fait naître, nul ne peut douter qu'une certaine idée du Québec n'a cessé de grandir. Cette idée, elle est toujours vivante et le restera, tant et aussi longtemps que nous saurons la porter et la transmettre en lui donnant les visages de l'avenir. 100 ans plus tard, au seuil d'un autre commencement, nous sommes toujours à pied d'œuvre. Nous ferons l'indépendance pour la suite du monde. Merci. Merci.